Bonjour et merci de m'avoir invité à parler de ce sujet passionnant qu'est le lien entre la culture générale et l'entreprise, et plus particulièrement dans mon cas, la littérature et l'entreprise. Et pour cela, je vais vous parler avant tout de mon expérience de formatrice consultante. Alors le premier exemple que je vais prendre, c'est celui de l'utilisation de textes littéraires en formation. Et peut-être que certains d'entre vous, a priori, se posent la question du lien entre les deux univers et ne voient pas bien le rapport entre les deux. Alors pour cela, je dirais que pour moi la réponse est simple. Si l'on pense que l'homme a une place dans l'entreprise, alors la littérature a aussi une place dans l'entreprise. Or, et c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a quand même un consensus aujourd'hui pour dire que la réussite d'une entreprise, c'est avant tout la réussite des hommes et des femmes qui y travaillent, leur capacité à travailler ensemble, leur bien-être et leur créativité. Or, justement, si on veut comprendre comment fonctionnent les hommes, la littérature est un moyen à la fois légitime et précieux. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour aujourd'hui, je vais me contenter de vous lire une très belle citation de Laurent Laforgue, le grand mathématicien qui a eu la médaille Fields, et qui dit ça, je trouve, avec beaucoup de talent. Je vous lis sa phrase. Je tiens à dire que pour moi, mathématicien, la littérature est la véritable exploration rationnelle de l'homme. De même que les méthodes mathématiques de la physique sont adaptées à leur objet, qui est le monde naturel et inerte et ses lois régulières, de même, la littérature et la philosophie sont adaptées à leur objet, qui est l'homme. Voilà, un aussi beau plaidoyer dans la bouche d'un homme aussi intelligent, ce serait dommage de s'en priver. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je vais commencer par vous donner l'exemple d'une formation à l'accompagnement du changement que j'ai faite pour un grand groupe français, ou plus précisément pour la division d'un grand groupe qui était en cours de restructuration, qui en fait passait d'une organisation géographique à une organisation matricielle, ce qui se traduisait pour les personnes qui y travaillaient par des changements très importants et parfois par une véritable perte de repères. Et dans le cadre de cette formation, donc, qui durait 2 jours et qui concernait une centaine de personnes, j'ai eu recours à plusieurs reprises, pendant plusieurs séquences, à des textes littéraires. Alors quel était l'intérêt d'utiliser ces textes littéraires ? Le premier intérêt pour moi, c'est que ça libère la parole. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de textes extraits d'un très beau roman qui s'appelle Retour aux mots sauvages de Thierry Beinstingel, et dans lequel on voit la reconversion, malgré lui, d'un électricien au métier de téléopérateur. Et donc un des fils conducteurs du livre, c'est la métamorphose de ses mains à laquelle il assiste, puisqu'il avait des mains de travailleur manuel, de technicien, et qu'il les voit petit à petit devenir gélatineuses. Et donc il est dépossédé non seulement de son savoir-faire, de son identité professionnelle, mais aussi de son propre corps, et c'est très bien raconté. Et quand on lit un texte comme celui-là, c'est très intéressant parce que d'emblée, les stagiaires, eux aussi, vont avoir recours à des mots sensibles et à des mots forts pour raconter ce que le changement produit chez eux et également pour leur équipe. Et ça, pour moi, c'est un point important. Si on veut travailler sur des thèmes sensibles, il faut aussi des mots sensibles. Et à ce titre-là, j'ai une anecdote qui m'avait beaucoup marquée, qui remonte, je pense, à une quinzaine d'années, 10-15 ans, au moment où on commençait à parler des fameux troubles psychosociaux, TPS, et où il y avait une étude du Centre des jeunes dirigeants qui était très, très ironique, même si ce n'était pas délibéré, puisque la grande conclusion de cette étude sur les TPS, les troubles psychosociaux, c'est que les jeunes dirigeants ne savaient pas ce qu'étaient les troubles psychosociaux. Et je trouve que le fait que sur une notion aussi profondément humaine et sensible que la souffrance au travail, on ait réussi à coller une étiquette aussi technocratique
est dénué de sensibilité, ça montre bien ce qu'il ne faut pas faire, et je ne pense pas qu'on puisse travailler sérieusement sur des sujets comme le changement ou la souffrance au travail en utilisant uniquement des présentations PowerPoint avec des matrices, des tableaux et des termes de jargon. Donc les textes littéraires, ils permettent d'emblée d'inviter les personnes à s'exprimer et à raconter vraiment leurs émotions. Et le changement, c'est avant tout, bien sûr, une histoire d'émotions et de perceptions très, très humaines et très personnelles. Un deuxième avantage des textes littéraires, c'est que ça permet de réfléchir au sens des mots et aussi au sens des discours. Et là, au cours de cette formation, j'utilisais par exemple un extrait d'un autre très beau roman de Pierre Marie, qui s'appelle Résolution, dans lequel on voit en fait une grand-messe avec le discours très convenu et en même temps très grandiloquent de la direction générale sur la nécessité de changer. Et ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est que c'est un texte qui n'est pas du tout caricatural, mais qui au contraire sonne très juste et dans lequel les gens se reconnaissent tout à fait. Et après la lecture de ce texte, ce qui apparaissait à tous les coups, c'est qu'il y avait vraiment un débat entre deux groupes. Un groupe qui disait, oui, en effet, le patron, en l'occurrence, a raison parce qu'il faut changer et si on ne change pas, l'entreprise est en péril, etc., etc. Donc un groupe qui adhérait, entre guillemets, pleinement à ce discours, et un autre qui avait vraiment une réaction de rejet en disant, oui, mais ces discours-là, on en a soupé, ça fait 20 ans qu'on entend qu'il faut changer en permanence, et finalement, on sature complètement, et nos équipes saturent aussi, et ça n'apporte rien. Donc ça permettait d'introduire une réflexion très riche sur l'intérêt du discours et les limites du discours sur les questions de changement, et en même temps du coup la question de la persuasion, de l'adhésion, et là on pouvait faire une passerelle avec le travail des psychologues sociaux sur le changement et le fait que la recherche à tout prix de l'adhésion était souvent une fausse piste et qu'il valait mieux mettre les gens en mouvement plutôt que de leur asséner en permanence des discours et des leçons de morale. Donc là encore, le texte littéraire est un gain de temps très, très intéressant puisque d'emblée il permet de mettre les personnes en situation et il les invite à s'exprimer de façon très, très, très sincère et très forte. Le troisième intérêt de l'utilisation de textes littéraires en formation, c'est que c'est très stimulant et valorisant pour les stagiaires. C'est le cas pour des cadres dirigeants ou des cadres supérieurs par exemple, qui souvent, il faut bien le reconnaître, ont quand même une certaine frustration sur le plan intellectuel, et donc pour qui le fait d'avoir quand même accès à des textes, de beaux textes tout simplement, et à des textes de haut niveau, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Je me souviens de ce cadre supérieur chez Orange, me disant à quel point c'était précieux pour lui d'entendre la belle langue de Jules Romain dans une salle de réunion, donc ça fait du bien. Mais c'est le cas aussi pour des catégories, si je puis dire, hiérarchiques moins élevées, qui là aussi souvent sont très touchés par ces textes et disent par exemple que ça fait du bien qu'on parle à des techniciens autrement qu'à des techniciens et qu'on mise pour une fois sur leur intelligence et sur leur sensibilité. Donc là aussi, il y a quelque chose de très valorisant dans le fait d'offrir ces beaux textes. Et quand on travaille sur des formations sur le changement où l'on souhaite mettre l'accent sur la question du respect, le respect des équipes, je trouve qu'il y a une mise en abîme qui est intéressante parce que nous aussi on respecte les stagiaires en leur donnant du matériau, si je puis dire, une matière première qui est riche, qui est noble, qui est intéressante et qui les invite à s'élever. Voilà pour l'aspect formation professionnelle. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est celui d'ateliers d'écriture, que moi j'appelle EcriLab, sur le travail, et qui là aussi s'appuie à la fois sur les textes littéraires, mais aussi sur des temps d'écriture. Alors peut-être que dans un premier temps, je vais vous dire un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes. En fait, l'idée, c'est de réunir des petits groupes de 5 à 10 personnes, 12 personnes maximum,
de lire des textes littéraires sur un thème précis, donc ça peut être des textes de Houellebecq, de Primo Levi, de Balzac, de Maupassant, peu importe, ou aussi des textes étrangers de Cheever par exemple. On essaye souvent de prendre des textes assez drôles, parce que voilà, ça met aussi tout le monde de bonne humeur pour démarrer. Ensuite, on donne une proposition d'écriture commune. Et ensuite, chacun écrit individuellement pendant une vingtaine de minutes. Et puis, on lit les textes. Chacun lit le texte qu'il a produit. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif et quel est l'intérêt de passer par l'écriture pour faire raconter des histoires, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, les textes qui sont écrits par les participants, c'est à chaque fois des récits d'expérience, donc des textes en jeu dans lesquels chacun raconte un épisode qu'il a vécu à son travail. Donc quel est l'intérêt de l'écriture par opposition par exemple à un témoignage oral ? C'est que l'écriture produit à la fois une implication et une distanciation très fortes. Et ça permet du coup, dans les textes produits, d'inviter les personnes à se livrer beaucoup plus, à moins s'engouffrer dans le politiquement correct, le prêt à penser, les formules à la mode, mais au contraire à raconter de façon beaucoup plus personnelle et beaucoup plus authentique. Et de façon aussi beaucoup plus riche, parce que le fait d'écrire, ça invite à déployer sa pensée, à aller plus loin. Il y a Aragon qui dit ça très bien, qui a cette belle formule qui est « on pense à partir de ce qu'on dit et pas le contraire ». Et en effet, on sait que quand on écrit, on est souvent guidé par sa plume, on ne sait pas bien où on va aller et on est amené comme ça à parfois écrire dans des directions inattendues des choses qui sont très personnelles. Donc l'écriture, elle permet encore une fois d'aller plus loin et de produire des textes plus authentiques et plus forts. Alors quels peuvent être les objectifs de ces écrits-là, de ces ateliers d'écriture ? Le premier objectif, ça peut être tout simplement de la cohésion d'équipe. Et là-dessus, encore une fois, l'écriture a des vertus bien particulières, puisqu'elle permet de remettre les choses à plat au sein d'une équipe et de sortir un peu des rôles préétablis. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un groupe dans lequel il y avait une majorité de commerciaux, assez archétypaux, voilà, un peu grande gueule, entre guillemets, ayant tendance parfois à se valoriser. Et il y avait également des représentants des fonctions support qui, conformément là aussi aux stéréotypes, étaient un peu plus en retrait, semblaient un peu plus en retrait. Et ce qui était intéressant quand le contrôleur de gestion, par exemple, a lu le texte qu'il avait produit, qui était un texte avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance, beaucoup de lucidité, enfin c'était vraiment un texte excellent, on lisait sur le visage des commerciaux en face de lui la stupéfaction, et en gros, voilà, leur visage disait clairement « Ah mais ce type il n'est pas si nul, en fait il ne sert pas juste à mettre des coups de tampon sur des budgets, en fait il réfléchit, il est intelligent, il a du recul ». Et donc il y a comme ça une redistribution des rôles que permet l'écrit, et qui est très intéressante. Un autre usage possible de l'Écrit-Lab, c'est pour travailler sur les valeurs, soit pour les faire émerger à partir de récits d'expérience, soit pour les faire exister. On sait que les valeurs, c'est quand même souvent un sujet qui est un peu tourné en dérision, qui fait ricaner et qui est souvent considéré comme de l'affichage pur et simple. Et quand on fait travailler des groupes sur des récits qui illustrent des valeurs, tout à coup on se rend compte que ces valeurs, elles peuvent avoir un sens, et donc on fait une véritable passerelle entre le travail quotidien et des mots qui sont souvent considérés comme vides de sens. Je pense à un atelier qu'on avait fait sur la question de l'audace, où les gens a priori arrivent un peu sceptiques avec le sourire en coin en pensant que l'audace c'est vraiment une injonction purement théorique et qu'en fait dans leur environnement de travail ils ne sont pas réellement incités à avoir de l'audace. Et finalement après un atelier de 3 heures, chacun a raconté un moment où il a réellement su faire preuve d'audace parce que c'était important pour lui. Et donc on se rend compte qu'on a 10 récits de moments d'audace et que l'audace, ça existe pour de vrai, et que donc chacun peut s'emparer de cette valeur et lui donner de la chair et la faire exister. Donc ça c'est aussi un exemple qui est très, très intéressant.
Et puis un troisième exemple d'utilisation, c'est pour réfléchir à un thème précis. Ça peut être l'agilité, ça peut être les freins à la vente. Moi j'ai travaillé avec des consultants sur ce thème-là, où là encore on fait écrire, par exemple sur une expérience de vente positive vécue du côté du client, pour sortir des représentations stéréotypées, des discours qui tournent en boucle et des ressassements, hein, et tout à coup réfléchir vraiment à ce qu'est un bon vendeur et à ce qui concrètement peut nous empêcher de vendre. Donc là aussi, le cocktail de lecture de textes littéraires, par exemple sur la vente des textes magnifiques de Romain Gary dans La promesse de l'aube, et puis de temps d'écriture, permet de faire un détour très riche et de sortir un peu des sentiers battus et de faire émerger des réflexions beaucoup plus intéressantes. Voilà, alors j'en ai fini pour mes deux exemples, qui étaient donc la formation professionnelle d'une part, et puis les écrits labs, ateliers d'écriture d'autre part. Et pour conclure, je voudrais juste dire peut-être qu'on serait tenté, on pourrait être tenté de faire un lien avec le storytelling, puisque dans les deux exemples que je viens de citer, on est bien sur l'idée de s'appuyer sur des histoires. Et il y a pourtant une différence très importante, c'est que dans le cas du storytelling, on travaille à partir d'histoires qui ont été écrites par d'autres dans un but précis qui est d'illustrer une thématique ou de mieux faire passer un message. Alors que dans les deux approches que je viens de citer, le point de départ, ce n'est pas un message, mais c'est bien un texte, un vrai beau texte, écrit soit par un écrivain de talent, soit par vous-même ou par vos collègues, et c'est à partir de ce texte qu'on essaye de sortir une analyse critique, une réflexion. Et donc alors que dans le storytelling, on est passif, voire manipulé dans certains cas, dans les deux approches que je viens de citer, on réfléchit et peut-être même qu'on grandit.